Ok, tu peux y aller. Bonjour tout le monde, je vous souhaite le bienvenu dans cette rencontre en virtuel. Tout d'abord, je me présente, je suis Mohamed Ben Dahman, étudiant en troisième année d'ergothérapie à ISPIS de Rabat. Ce webinaire fait partie de la série des webinaires réalisés par le groupe Ergo. En fait, ce groupe, c'est le fruit d'une initiative née de la collaboration de 7 lauréats de l'option ergothérapie à l'ISPIS de Rabat et qui est pour objectif de faire la promotion et de singulariser notre profession d'ergothérapie qui est récente au Maroc. Dans le cadre du projet ergothérapie au service de l'autonomie des personnes en situation de handicap au Maroc, issu d'un partenariat entre le ministère de la Santé et l'Handicap international, avec l'appui financier du gouvernement princier de la Principauté de Monaco. Une série de formations est organisée afin de promouvoir le métier de l'ergothérapie et mettre en valeur en particulier le rôle de l'ergothérapeute dans divers domaines. À ce propos, je tiens à remercier l'Handicap international infiniment pour leur support, que ce soit technique, aussi leur support de la formation en ergothérapie au sein de l'ISPIS de Rabat. Pour la thématique de ce webinaire, en fait, c'est de parler, on va parler de l'approche de l'ergothérapie et la maladie d'Alzheimer d'une vision mutuelle, théoriquement et contextuelle. À l'occasion, je profite de remercier les participants. Premièrement, Madame Malika Kalbi, c'est le chef de service de la protection des personnes âgées dans la direction de la protection de la famille, de l'enfance et les personnes âgées. Ensuite, Madame Fabienne Frédéric, c'est enseignante et ergothérapeute belge spécialisée en gériatrie. Aussi, Mademoiselle Hafsa Al-Allouchi, étudiante, c'est ma collègue étudiante en troisième année d'ergothérapie à ISPIS Rabat. Ensuite, c'est Hakim Lahna Abdo, c'est récemment diplômé, c'est un ergothérapeute marocain actuellement. Et Mademoiselle Sophie Rouazani, ergothérapeute travaillant au service aux personnes âgées en perte d'autonomie au centre communautaire. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous dans cette rencontre et aussi de partager avec nous votre expérience. En bref, je vais vous présenter la structure du webinaire. Tout d'abord, on va commencer par le volet contextuel avec Madame Malika Kalbi. Puis on passe à la partie théorique avec une vision ergothérapique avec Madame Fabienne Frédéric et Monsieur Hakim. Et on va aborder le sujet d'une façon, on peut considérer Mademoiselle Hafsa comme le fil conducteur entre le volet théorique et le volet contextuel à travers leur expérience dans un stage en gériatrie. Alors, je vous donne la parole à Madame Malika. Madame Malika, vous m'entendez? Madame Malika, vous m'entendez? C'est à vous la parole. Pour les autres participants, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. C'est le problème chez Madame Malika. Madame Malika? On va attendre un petit peu. Je pense que c'est un problème de connexion. Bien. Oui. M'excuse, j'ai une panne de connexion. Bonjour tout le monde. Okay. Bonjour, Madame Malika. Vous m'entendez? Oui, Madame Malika. Madame. Vous pouvez commencer, Madame.
D'accord. Je m'excuse de cette panne. Je me présente comme vous m'avez présenté. Je suis Malika Kalbi, chef de service de la protection des personnes âgées au sein du ministère de la Solidarité, Développement social, de la famille, l'égalité de la famille. Ce ministère met en œuvre sa stratégie qui vise la promotion de la situation des catégories ciblées comme la femme, l'enfance, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. L'action du ministère se focalise sur le plan, se concrétise sur le plan local et régional à travers les organismes sociétaires comme l'Entraide nationale et l'Agence de développement social d'une part, et d'autre part à travers le partenariat avec la société civile. Excusez-moi, Madame Kalbi. Oui. Vouliez-vous afficher votre support visuel? Oui, je vais commencer. Moi, je fais une introduction pour faire connaître les tâches du ministère, puis je vais partager la présentation. Pas de problème. L'intervention du ministère en matière d'action sociale se focalise sur le développement social, la situation des femmes et la promotion des catégories vulnérables, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et l'enfance en situation de difficulté. La stratégie de l'action du ministère couvre 4 dimensions. L'accompagnement institutionnel et renforcement du pôle social, l'encadrement, l'accompagnement et la structuration de l'action sociale, à la promotion de l'action solidaire et d'entraide, et l'œuvre pour l'équité, l'égalité et la justice. Je vais, pour ma présentation, il se focalise sur la contextualisation sur les personnes âgées. Vous voyez la présentation? Je vous ai mis en charge du Zoom. Vous pouvez partager votre écran. Donc, oui. C'est bon? Non. Il faut cliquer en bas sur le carré partage d'écran, un carré vert. Oui. Je vais retourner et partager l'écran. Partager. C'est bon? C'est bon, oui. Pour la prise en charge des personnes âgées, le ministère intervient sur le côté social, non au côté médical. Il accompagne le ministère de la Santé. Ma présentation se focalise sur le profil démographique pour savoir la tendance, l'échographie sur la population, les personnes âgées, le contexte socio-économique qui cadre l'intervention du ministère, le contexte national et international pour la politique nationale du Maroc en faveur des personnes âgées et les axes d'intervention du ministère pour la protection du ministère, la protection des personnes âgées et ce qu'on est fait vers la généralisation de l'ergothérapie au sein des établissements de protection des personnes âgées. Et ainsi, on va aborder le côté des personnes âgées atteintes d'Alzheimer au Maroc. L'intervention du ministère pour la prise en charge des personnes âgées atteintes d'Alzheimer et à notre avis, qui sont les leviers qui peuvent supporter le bien-être des individus souffrant d'Alzheimer. Pour ce qui est du profil démographique au Maroc, on est au rythme de vieillissement de la population de personnes âgées. Il est plus rapide comme d'autres pays. On voit d'autres développements comme les pays développés. Le vieillissement de la population opère dans un temps relativement court. Côté chiffres, les personnes âgées 60 ans et plus représentent 4,1 millions en 2020. Et selon le recensement national de la population qui a été effectué en 2014, on avait 9,6% de la population pour un effectif de 3 millions. Donc, entre 2014 et 2020, on a 1 million les environs. Ça a grimpé. Cette dynamique démographique crée des défis et il menace davantage la situation familiale et institutionnelle et pose des défis d'ordre social et économique.
La population en voie de développement, on avait 2080, au niveau mondial, 1990, on n'avait que 0,9 milliards. Pour les projections 2050, on aura 2,1 milliards. Donc, ça va créer des défis au niveau de la protection des personnes âgées, au niveau national comme au niveau international. Pour ce qui est l'autre donnée, la répartition au niveau régional, selon le recensement général 2014, la majorité des personnes âgées résident en milieu urbain. On a 59,4 en milieu urbain, contre 40,6 milieu rural. En raison, ça est dû à l'exode rural qui augmente l'effectif des personnes âgées. La moitié des personnes âgées ont un âge supérieur à 66,7, oui. L'âge moyen au Maroc des personnes âgées est 69,7 ans. Au niveau démographique, on a aussi sur le niveau structure des ménages des personnes âgées, près de 6 personnes âgées sur 10 vivent dans des familles complexes où peuvent exister plusieurs générations, la grand-mère, les enfants, les petits-enfants. Comme ça va créer une solidarité en faveur des personnes âgées. Mais pour un peu plus du tiers, 35% vivent dans les ménages nucléaires, le père et la mère avec un enfant ou deux. Par contre, on a 7% qui vivent dans l'isolement résidentiel, c'est-à-dire la femme ou l'homme vivent seuls, ce qui crée des problèmes au niveau santé, au niveau social, au niveau d'autres niveaux. Ce qui est la situation matrimoniale, on a 92,1% des hommes âgés sont mariés, contre 44,5% pour les femmes, contre 40,5% pour les femmes. On a 50,1% des femmes âgées sont des veuves, contre seulement 5% pour les hommes. En revanche, ça est dû à la surmortalité masculine, l'écart d'âge entre les peaux, la facilité relativement de se marier. La polygamie, ça donne plus de chances aux hommes de se marier contre les femmes qui ne se marient pas après le décès de leur mari. Au niveau de la pauvreté, niveau de vie de la pauvreté et de vulnérabilité au niveau pour les personnes âgées, on a, selon l'ACP, le Haut Commissariat au Plan, qui mesure le seuil national de la pauvreté, on a la pauvreté touche 10,8% des personnes âgées. Au niveau national, 14,3%. Cette pauvreté touche 19,5% pour la vulnérabilité monétaire, ce qui crée des problèmes chez les personnes âgées au niveau rural et urbain. Au niveau de l'accès aux services de santé, parce que du moment qu'on parle des personnes âgées, on parle des maladies, on parle de morbidité, il y a des problèmes d'accès aux services de santé. D'après le ministère de la Santé, on a 59% des personnes âgées malades n'accèdent pas aux soins de santé. Et ça, par manque de moyens matériels. Cette proportion est de 62% en milieu rural contre 55% en milieu urbain. Et parmi cette population, 63 parmi les femmes et 55 parmi les hommes. Ça crée un défi au niveau de l'accès aux services au niveau national marocain. Pour la situation des personnes âgées en situation de handicap, on a une personne sur 4 en situation de handicap. Le taux de prévalence d'handicap est plus élevé dans le milieu rural que par milieu urbain. Selon le genre, le taux de prévalence d'handicap est de 27% des femmes contre 22% parmi les hommes.
ministère de la Santé, il a récemment établi une enquête nationale sur la population. Il a trouvé en termes de morbidité, il y a 64,4% des personnes âgées 60 ans et plus sont atteintes au moins d'une maladie chronique, contre 55 en 2011. La proportion des personnes âgées sont diabétiques qui sont diabétiques est de 20%. La proportion des personnes atteintes d'hypertension artérielle est de 34%, ce qui crée des problèmes de prise en charge au niveau sanitaire. J'ai parlé maintenant au niveau démographique, on va passer au niveau social. Il y a aussi des changements au niveau social. Madame Kelby? Sociaux. Les changements, oui. Oui, pardon de vous couper. Est-ce que ce serait possible de rajouter les participants qui sont en liste d'attente en ce moment? Parce que vous êtes en charge du webinaire, donc juste les accepter, puis ensuite vous pouvez poursuivre. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. J'ai accepté. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, oui. Présence au fur et à mesure, j'accepte. Pardon? Je présente en même temps, si j'ai une invitation, je les D'accord. accepte. Excellent, merci beaucoup. Au niveau des changements sociaux, le Maroc aujourd'hui, on connaît aussi, comme d'autres pays, des changements sur le plan économique, social et culturel. Ces changements affectent progressivement la structure familiale. Ils convergent vers la rupture avec le monde familial traditionnel. On est maintenant vers une famille nucléaire que dans une famille complexe. Nucléaire, la composition de la famille comporte moins de personnes, ce qui touche et ce qui affecte sur la protection, la prise en charge des personnes âgées. On a maintenant ici, en 2014, on avait la taille moyenne des ménages est 4,6 personnes, oui, contre on avait 2004, 5,24. La structure des ménages relève de 7,2% de l'ensemble des ménages sont constitués d'une seule personne. Et 16,2% des ménages sont dirigés par des femmes. Selon l'ACP, le recensement, le Haut Commissariat, commissariat au plan. D'après ces références, ça crée des défis pour la protection des personnes âgées et le Maroc, il est appelé de reformuler, d'élaborer des politiques nationales en protection des personnes âgées. Ces politiques seront basées sur des références au niveau national et international. Au niveau les références de la politique nationale marocaine de la protection des personnes âgées. Au niveau du contexte national, on a les dispositions de la Constitution marocaine 2011, en particulièrement l'article 4, qui a incité le pouvoir public à élaborer et mettre en œuvre des politiques destinées aux personnes âgées et aux catégories à besoins spécifiques, y compris les personnes en situation de handicap. On a aussi comme contexte national qui pousse le pouvoir à travailler pour la protection des personnes âgées. On a aussi le programme gouvernemental 2017-2021. Lui aussi, il a invité le pouvoir public à élaborer une politique nationale pour les personnes âgées et l'adoption d'un cadre réglementaire pour l'intervention de l'État et de la société. Et tout ça pour assurer une dignité civile et les droits des personnes âgées et développement de nouveaux modes alternatifs de la prise en charge institutionnelle des personnes âgées, ainsi que la promotion de la formation continue dans les métiers de la gériatrie.
Ainsi, on a aussi comme référence la stratégie des pôles sociaux pour la période 2012-2016 qui vise l'amélioration des protocoles de prise en charge de la solidarité, l'équité et l'égalité de la justice sociale. Pour ce qui est le contexte international pour la protection des personnes âgées, jusqu'à maintenant, on n'a pas un contexte qui fixe la protection des personnes âgées. Il n'y a pas de texte ou instruments internationaux contraignants qui pourraient servir de référence pour élaborer une législation nationale et internationale. Juste à part, on a le plan de Madrid sur le vieillissement 2002 qui a été fondé sur 3 orientations prioritaires: les personnes âgées et le développement, la promotion de la santé et du bien-être et la création d'environnements porteurs et favorables. C'est le seul cadre qui est comme référence pour la protection des personnes âgées. Et on a aussi quelques conventions qui ciblent les publics cibles, y compris les personnes âgées, comme la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale de protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, et la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap 2006. On a aussi comme cadre international les objectifs de développement durable 2030 qui a visé à inciter les pouvoirs publics à éradiquer la pauvreté, la protection de la planète et garantir la prospérité pour tous, y compris les personnes âgées. Ça a été abordé dans l'objectif 1, 3, 11, tout ça pour donner une attention particulière aux besoins des situations des personnes âgées. Pour ce qui est le cadre juridique national, on n'a pas au Maroc jusqu'à maintenant un texte juridique spécial dédié aux personnes âgées. On a quelques textes éparpillés là et aussi dans le code civil, le code civil, le code pénal, la loi organique, la loi 65-15 relative aux établissements de protection. Ce qu'on vise, c'est élaborer un texte spécial dédié à la protection des personnes âgées, comme le texte la loi de personnes en situation de handicap et de la femme. Mais les personnes âgées, jusqu'à maintenant, on n'a pas de texte juridique. Ça sont des références et des cadres pour que le pouvoir public chargé de la protection des personnes âgées, le ministère, à intervenir et prendre des interventions au profit ou en faveur des personnes âgées. Ministère, comme la loi l'autorise, il a programmé, il a élaboré des programmes en faveur des personnes âgées. L'axe principal de la protection des personnes âgées, c'est récemment, il a élaboré une politique publique intégrée pour la promotion de la situation des personnes âgées. Et cette politique a été soumise au Conseil de gouvernement 17-12. Il a validé cette politique. Donc, le ministère il est appelé à mise en œuvre cette politique avec l'intervention des pouvoirs d'autres ministères qui sont chargés aussi, qui interviennent à la protection des personnes âgées. Cette politique, on vise, cette politique, on vise qu'elle assure la convergence entre les stratégies sectorielles au niveau national, régional et local en matière de protection des personnes âgées. Parce qu'il y a des programmes qui sont éparpillés et par ici, par là, on n'a pas une convergence des programmes et des actions en faveur des personnes âgées. On vise aussi à créer et mettre en œuvre des mécanismes de coordination pour le suivi et l'évaluation des actions entreprises au niveau national et régional. Le ministère vise à développer prendre en charge, elle est appelée, d'après la loi, prendre en charge les personnes en situation sans ressources et sans famille. Donc, ils sont intégrés dans les établissements de protection des personnes âgées. Donc, le ministère a élaboré un programme, on l'a appelé AMEL, pour la qualification de ces établissements. Les établissements, ce programme, il comporte 4 axes.
Pour donner une idée sur les établissements de protection des personnes âgées, au niveau au Maroc, on a 62 établissements de protection sociale. On a 5723 bénéficiaires. On a plus de femmes que d'hommes. On a 54 des femmes contre, je crois, 44 hommes. Et 59 en milieu urbain et 3 en milieu sont placés en milieu rural. Ces établissements sont fondés par l'INDH, l'Initiative nationale de droits humains, aussi par la Fondation Mohamed V et les communes et les bienfaiteurs. Pour les 877 des ressources humaines travaillent dans ces établissements. Ces établissements sont subventionnés par le ministère, par l'entraide nationale, par les collectivités, par les je vais accepter. Désolé si je vous interromps. Il vous reste 5 minutes pour... Oui, il ne me reste pas beaucoup de slides, d'accord. Okay, merci. Je vais juste creuser pour les établissements, pour... D'accord. Au niveau des établissements, on a ces personnes âgées qui sont au sein des établissements. On a plusieurs types de maladies. Ils sont affectés de plusieurs types de maladies psychologiques, l'Alzheimer. On a deux sortes des établissements. Ceux qui offrent des prestations de jour et ceux qui sont permanents. Le ministère œuvre à qualifier ces établissements par l'encadrement des ressources humaines qui sont au sein des établissements, par la réaménagement, l'extension, l'offre, le matériel électronique, cuisine, le matériel médical, kinésithérapie. Il œuvre aussi à la normalisation de services par la création, l'élaboration de cahiers de charges qui prennent des cahiers de charges des établissements, les projets d'établissement. Aussi, on essaie de développer les services à distance en faveur des personnes en situation soit d'handicap, personnes âgées, mais ils restent au sein de leur famille parce que l'objectif principal du ministère, c'est laisser les personnes âgées au sein de leur famille avec des prestations à domicile. Aussi, le ministère œuvre à la promotion de la solidarité intergénérationnelle en faveur des personnes âgées pour sensibiliser les gens, les enfants, les jeunes au respect des personnes âgées et avoir une approche de droit à l'encontre des personnes âgées. Chaque année, le ministère organise cette campagne depuis 2013 à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Aussi un appui institutionnel au niveau de ces établissements. Il y a une évolution des montants attribués. Le ministère a aussi il a créé un observatoire national des personnes âgées. Cet observatoire, il vise le veille et le suivi de la situation des personnes âgées, leur participation au développement. Et le volet qui est le cœur de notre rencontre, c'est vers la généralisation de l'ergothérapie au sein de ces établissements. Comme je venais le ministère a élaboré une loi 6515 qui régisse les établissements. Il y a aussi, d'après cette loi, on a aussi des textes réglementaires. Et pour des textes réglementaires, on a finalisé quelques textes. Et le ministère vise à institutionnaliser les métiers d'aide à la personne, aussi la promotion de la profession de l'ergothérapie, parce que le métier a été intégré dans ces textes, le métier de l'ergothérapie. Donc, on est appelé à la promotion de ce métier, de la développer ensemble pour hausser la qualité de prise en charge des personnes âgées. Et nous sommes appelés d'augmenter l'effectif des professions de santé impliquées dans la prise en charge des personnes âgées et élargir l'intervention de l'ergothérapie auprès des personnes âgées rencontrant des difficultés dans leur activité quotidienne. Donc, le ministère, il est intéressé pour la promotion de cette profession
nous sommes appelés à l'institutionnaliser et créer d'autres opportunités. Surtout, la porte est ouverte dans les centres de protection sociale. Nous sommes appelés à développer ce métier, développer ensemble. Ce qui est les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, selon l'OMS, l'Alzheimer est l'une des sources, des causes principales d'handicap et de la dépendance chez les personnes âgées dans le monde entier. Le Maroc aussi, il connaît ce phénomène, cette pathologie. Cette pathologie touche environ 150 000 personnes et 37 nouveaux cas sont recensés chaque année. Le ministère de la Santé intervient dans la prise en charge sanitaire. Je vais passer l'intervention du ministère, je vais me focaliser sur l'intervention du ministère. Le ministère de la Solidarité intervient aussi dans la prise en charge des personnes atteintes d'Alzheimer par le soutien du secteur médical, social, à travers notamment les projets qui revêtent une approche complémentaire au ministère de la Santé, par l'équipement des centres de prise en charge, par l'octroi des personnels, ainsi il intervient par la sensibilisation en faveur des familles, parce que c'est une pathologie lourde pour la personne et lourde pour la famille qui prennent en charge cette personne atteinte d'Alzheimer. Donc on essaie de sensibiliser la famille aussi, et aussi par la formation continue professionnelle santé. Et on propose comme levier qui peuvent supporter le bien-être des individus souffrant d'Alzheimer par la prise en charge intégrée adaptée des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, qui associe le médical, le social, le préventif et le curatif, parce que le médical, lui seul, ne peut pas intervenir avec efficacité. Il faut l'ensemble, le social, le préventif. Élargir les métiers d'accompagnement, parce que nous sommes appelés à élargir les métiers d'accompagnement à la personne et soutenir les familles, les aides à domicile, et accompagner le maintien à domicile par la prise en charge d'aide au profit des personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Nous sommes aussi appelés à assurer la formation continue des professionnels de santé médicaux par médicaux. Aussi, nous sommes, comme levier, on a proposé d'élargir la création des centres de jour des malades d'Alzheimer qui comportent deux pôles. Le pôle médical qui produit des soins en médecine générale, gériatrie et autres, et le pôle d'accompagnement social abritant des ateliers destinés aux personnes malades comme les simulations cognitives, les médiations artistiques et en faveur aussi pour les aidants, la formation et la sensibilisation. Les malades aussi et les aidants peuvent participer à ces ateliers. Et merci beaucoup. Vous avez fini, madame? Oui. Merci pour votre présentation. Désolé si je vous interromps dans votre présentation. Merci beaucoup pour vos informations statistiques concernant que ce soit la dispersion, la répartition démographique et géographique des personnes âgées au Maroc, et aussi c'est très important d'aborder le point de vue de l'État et aussi éclaircir le point de les stratégies de l'État concernant ce sujet. Maintenant, on passe à la discussion. Si on a des questions concernant la présentation de Mme Malika. J'ai une question. Je voulais savoir, vous parlez de 62 établissements qui s'occupent de la protection des personnes âgées. En quoi consiste cet établissement à l'heure actuelle? 62 établissements, ils offrent des prestations d'accueil, d'hébergement, Oui. la nourriture, la prise en charge totale des personnes âgées, et la prise en charge est même médicale, et kiné,
il y a aussi, d'après 62, il y a 8 qui offrent juste les prestations de jour. Donc, au total, on a 62 qui offrent des prestations de jour comme de nuit. Mais la majorité sont de jour. Ils offrent l'hébergement, la nourriture, l'accompagnement, l'accueil, le kiné, les soins, tout. Ils sont pris en charge totale. D'accord? Vous m'entendez? Situés plus ou moins où? Ils sont plus en milieu rural, urbain, je suppose. Oui, juste, la majorité sont en milieu urbain, juste 3 qui sont en milieu rural. Et comment on peut avoir accès à ce centre? C'est son médecin. Nous, en Belgique, on a un médecin traitant, donc c'est le médecin de famille qui nous aide à entrer en maison de repos, ou c'est notre propre initiative, donc la propre initiative de la personne pour rentrer en maison de repos, ou suite à une hospitalisation. Ici, comment ça se passe pour avoir accès à ces centres? C'est une demande. Ces centres acceptent que juste les gens qui n'ont pas de ressources, ils sont en famille. Mais il y a des exceptions, il y a des gens qui sont intégrés au sein des centres, qui ont des familles, mais ils sont dans la nécessité. Donc, c'est une obligation de l'État de les intégrer dans ces institutions avec des visites de leur famille. Il y a une souplesse. D'accord. Parfois, on a des gens qui sont transférés par l'autorité locale. Ils sont dans la rue et ils sont sans abri. Donc, l'État, les collectivités locales ou les autorités, ils les intègrent au sein des établissements. Donc, en tant qu'ergothérapeute marocain, si on se rend compte de la précarité d'une personne âgée qu'on rencontre, etc., comment fait-on pour avoir... Moi, j'ai désactivé mon micro. Comment fait-on pour avoir accès à ces centres? Voilà, je suis ergothérapeute, je croise une personne âgée et en situation de précarité, etc. Comment je fais pour faire intégrer cette personne âgée dans ce centre? On a aussi, à travers les établissements, les institutions sous tutelle, c'est-à-dire l'entraide nationale, chaque ville a une délégation qui est sous tutelle du ministère de la Solidarité. Donc, chaque citoyen, il peut prendre contact avec le délégué de chaque ville et intégrer, faire en sorte à réintégrer les personnes âgées au sein de ces établissements. Merci. D'accord. Merci à vous. Moi aussi, j'avais une question. En fait, vous avez parlé que le ministère encourageait les services à distance et les services communautaires. En fait, je me questionnais à savoir est-ce qu'il y avait des démarches qui ont été entreprises pour faciliter justement la distribution de services en milieu communautaire pour ces personnes? Et si oui, est-ce qu'on parle de services primaires ou on peut parler de services de réhabilitation du genre de l'ergothérapie? Le ministère octroie des subventions en faveur des associations. La société civile, c'est elle qui est en connaissance des personnes âgées qui sont en nécessité, qui sont chez eux, qui peuvent intervenir dans la proximité, qui travaillent dans la proximité. Donc, à travers cette société civile, le ministère octroie des subventions et c'est la société civile qui intervient directement mais en faveur des personnes âgées, soit par la prise en charge de la nourriture, l'alimentation, des séances de kiné, l'aide médicale comme des lits,
comme les aides médicaux, comme les chaises, les lits médicales, toutes sortes d'aides qu'on peut imaginer. D'accord. Donc, si je comprends bien, un ergothérapeute marocain qui voudrait offrir des services en milieu communautaire devrait le faire au travers d'associations civiles et non. Oui, l'association, oui. Ainsi, à travers l'entraide nationale, c'est un acteur local parce qu'on n'a pas des représentations au niveau régional des ministères. On intervient à travers les délégations, les délégations de l'entraide nationale. Donc, à travers l'entraide, ils collaborent, mais d'après la loi, ce que je voulais d'aborder la loi 6515 qui régisse les établissements de protection sociale, et ces textes réglementaires, il y a une obligation que chaque centre doit avoir une ergothérapie, soit à titre contractuel, soit permanent. Donc, lorsque la loi sera promulguée, il y a une nécessité que chaque centre doit avoir une ergothérapeute ou un ergothérapeute. OK. Et une autre question associée à celle-là, en fait, c'est à savoir justement ces associations, est-ce qu'elles sont accessibles à tout individu? Vous parliez de vulnérabilité quand même assez élevée au sein de cette population. Je me questionnais à savoir, est-ce que les services en association sont accessibles aux personnes âgées ou faut-il débourser de l'argent, en fait, pour avoir accès à ces services? Non, ces services sont gratuits en faveur des personnes âgées. L'État octroie ces dons en matière financière au niveau, mais le bénéficiaire octroie ces services gratuitement. Oh, Les associations sont des intermédiaires entre le bénéficiaire, c'est-à-dire les personnes âgées, et l'État. d'accord. D'accord, je comprends. Ils sont des intermédiaires, mais les personnes âgées, ils reçoivent ces aides ou ces interventions dans la gratuité. D'accord. OK. Parce qu'on n'a pas le personnel compétent pour octroyer ces services, donc on met ces services, on intervient à travers la société civile. Mais la société civile qui est capable et qui a des compétences, on n'octroie pas n'importe qui. Donc, on a une société civile qui est qualifiée dans ce domaine. D'accord, merci. Je crois qu'il y a une question de l'auditoire. Vous pouvez prendre la parole. Juste, je voulais ajouter quelque chose. Donc, j'ai une liste de la société civile qui œuvre dans la protection sociale. Je peux la soumettre à Madame Sophia pour la soumettre, ainsi qu'une liste des délégations de chaque ville, les adresses, les emails, tous les coordonnées. Donc, on fait cette publication au niveau dans les sites pour que les personnes, n'importe quel citoyen, s'il trouve une personne âgée dans la rue, sans abri, il appelle les délégués, donc il essaie d'intégrer la personne sans abri au sein des établissements. Oui, ce serait vraiment apprécié. Je pourrais la diffuser par la suite après cette formation. Merci beaucoup. Oui, sans problème, oui. Et pour terminer la discussion, on voulait voir est-ce qu'il y avait des questions, d'autres questions, je ne sais pas. Madame Malika? Oui. Je voudrais vous questionner. Vous avez indiqué que la population vieillit rapidement et on a vu avec vous des grands chiffres, mais il ne reste encore pas de cadre législatif pour la protection des droits de cette partie et la prise en charge de ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas d'initiative à créer un? Il n'y a pas de loi, mais la loi 6515, il exige que chaque personne âgée qui sont en situation de difficulté, il doit intégrer le centre. Donc, c'est une loi indirectement qui protège les personnes âgées. Mais on n'a pas la loi dédiée aux personnes âgées dans sa totalité. D'accord, madame. Je voudrais vous questionner encore une question. Oui. Vous avez indiqué que l'État encourage la prise en charge des personnes âgées dans la famille nucléaire.
Oui, Et on sait à cause de la mondialisation, on a passé de la famille élargie où la personne âgée avait une grande importance à la famille nucléaire où les personnes, on trouve les personnes âgées qui sont seules, se retrouvent seules et euh, posent une grande charge pour leurs fils et leurs filles. Quelle est votre vision pour ce problème? on a la vision principale, c'est laisser la personne âgée chez lui, mais avec d'autres, des facilités, des aides, subventions. Parce que si on vise, si on va tout le monde vers intégrer les personnes âgées au sein des établissements, on ne seront pas des musulmans, on va pas respecter le maintien solidaire de notre culture. Donc, l'État va vers laisser la personne âgée avec plus d'aide, avec des accessibilités, avec des aides et des subventions que intégrer les personnes âgées ou les créer des établissements. Mais dernièrement, avec la demande, on a des personnes âgées qui ont des moyens, des ressources. Ils ont demandé à ce qu'on a des établissements avec un niveau précis. Donc, l'État a ouvert la porte au privé de créer des établissements d'hébergement des personnes âgées, mais ils seront payants. Ils ne seront pas dans la gratuité, mais un niveau convenable avec des conditions convenables. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, madame. Donc, on va aller, comme l'Europe, on va créer des EHPAD privés. Donc, vu de la demande, beaucoup de demandes, que les gens, des gens retraités qui ont les moyens, mais ils veulent pas rester chez eux en famille, ils veulent intégrer les centres. Donc, la loi a ouvert la porte au secteur, aux entreprises, au secteur privé d'ouvrir des établissements de protection sociale. Donc, ça sera une opportunité pour les ergothérapeutes de réintégrer les établissements privés pour y travailler parce que c'est une opportunité, mais on attend que la loi réglementaire sorte. La loi réglementaire, les textes réglementaires, pardon, de la loi 65-15. Il y aura des opportunités pour les professions d'aide à la personne comme les ergots, les kinés, toutes sortes de spécialités qui œuvrent, qui travaillent pour les personnes en situation soit d'handicap, soit personnes âgées. Merci, Madame Malika, pour votre présentation, pour les informations que vous avez présentées. C'était important, c'était des informations statistiques aussi. Vous avez éclairci la stratégie de l'État auprès des personnes âgées. Je pense qu'on a fini la première partie qui est dédiée à tout ce qui concerne le volet contextuel. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la deuxième partie qui est consacrée au volet théorique. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie encore une fois, Madame Malika. Alors, je vous laisse la parole à Madame Fabienne. C'est à vous, Madame, de prendre la part. Voilà. Oups. Alors, je suis pas douée avec les ordinateurs, vous le savez, donc on va essayer. Je vais faire un partage d'écran. Voilà. Ah. Juste un instant, je vais vous mettre comme host, ça sera pas très long. Oui, pas de souci. Et voilà, ça va être à vous. Ah, c'est ce que tu veux partager. D'accord. Ah, je pourrais pas jongler de l'un à l'autre. Tu peux, je crois, en prendre plusieurs. C'est un peu. Non, Ouais, tu peux, bah, il faudra que tu changes à chaque fois. Ah, il faudra que tu m'expliques. Ça va aller facilement. D'accord. Voilà. Excusez-moi, Zips. Je commence le diapo. Là.
démarrer. Alors, moi, je vais vous parler du rôle de l'ergothérapie en gériatrie. Pourquoi j'ai élargi le sujet? Parce que je trouve que le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer n'est pas évident, et au Maroc, je sais qu'elle est déficiente. Donc, tout comme un peu partout, je sais aussi que les personnes qui avancent en âge ont les mêmes symptômes, donc perte de mémoire, désorientation spatiale, sans pour autant avoir une démence d'Alzheimer. Donc, on dit chez nous en Belgique démence de type Alzheimer. C'est pour ça que je vous ai parlé du rôle de l'ergothérapie en gériatrie. Voilà, première chose. Alors, si on se rappelle ce que c'est que le vieillissement, c'est la période de la vie qui succède à la maturité et qui se caractérise par l'affaiblissement des fonctions physiologiques et mentales de la personne. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les statistiques, le groupe de personnes âgées est hétérogène. Les personnes âgées sont de plus en plus âgées. Et la complexité sociale et familiale qui entoure les personnes âgées est existante. Et les polypathologiques, donc ils ont souvent plusieurs pathologies. Madame Malika l'a dit tout à l'heure, il y a je ne sais plus combien de pourcents qui a le diabète, mais il y a, je pense, 20% de diabétiques, 34% qui ont la haute tension artérielle. Donc voilà, c'est à prendre en considération quand on accompagne un patient. Et les patients sont tout le temps face à un deuil. Ils doivent faire un deuil du vieillissement. Donc, le vieillissement, c'est une perte tout doucement. Donc, on l'a dit, des caractéristiques physiologiques. Donc, c'est par exemple des difficultés de sommeil. C'est aussi avoir moins d'endurance physique. C'est aussi peut-être avoir... une perte de goût, une perte de l'ouïe, une perte de l'odorat. Et petit à petit, il faut faire ce deuil et apprendre à s'adapter, à dépasser et à vivre avec ça. Alors, en tant qu'ergothérapeute, quels sont nos objectifs? Alors, nos objectifs, en premier lieu, c'est d'aider le patient à maintenir un rôle social au sein de sa famille ou de sa collectivité ou tout simplement de la société. Pour ça, on va inciter la personne à réinvestir un rôle dans son lieu de vie. Pour ce faire, on va mettre à sa disposition, donc à la disposition de la personne âgée, ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse accomplir ce rôle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Europe, il y a un courant qui s'appelle Montessori. Montessori, ça a été créé pour, au niveau pédagogique pour les enfants, pour se baser sur ce que les enfants, les capacités, pas les incapacités des enfants. Et on fait la même chose avec les personnes âgées. Donc, je vous donne un exemple. En tant qu'ergothérapeute, ça nous parle, cet exemple-là. C'est une personne âgée en maison de repos, donc en Belgique, une personne âgée en maison de repos va être encore capable, parce que son histoire de vie nous le dit, de mettre la table, c'est ça. Elle aimait bien prendre soin de son domicile, et on va lui redonner un rôle en lui disant tiens, voilà, voulez-vous participer à la mise au restaurant de la table? Seulement, il y a des normes d'hygiène. Donc, pour que ça puisse se faire, il faudra que nous, en tant qu'ergothérapeutes ou autres thérapeutes, prenons en charge et vérifions et programmer, je veux dire, le lavage des mains, la disponibilité de dire il faut prévenir, puisqu'il y a une désorientation dans le temps, de peut-être qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher cette personne-là pour qu'elle mette tous les jours la table. Donc, vous voyez, c'est un peu cette organisation qui est ça. Et on peut se faire aider pour ça de Montessori. Alors, ça, c'est les 3 grands objectifs. Donc, on parle bien ici d'indépendance et aussi d'autonomie. Pour ce faire, en milieu hospitalier, comment ça va se faire? On va repérer les patients au risque de déclin fonctionnel. On va évaluer les capacités de ces patients, on va essayer de les traiter, revalider ou soutenir. D'accord? Mais en même temps, on va aussi devoir prévoir la sortie de ce patient. Donc, organiser pour promouvoir la réinsertion sociale et
je veux dire, prévenir la réadmission. En fait, ce qu'on se rend compte souvent avec les personnes âgées, c'est qu'elles viennent au milieu hospitalier, elles reçoivent un soin. Tant qu'elles sont dans ce milieu-là, il n'y a plus de prise de risque. Puis on les renvoie à domicile et on se rend compte qu'on les renvoie dans une situation à haut risque et il y a un retour au milieu hospitalier. Ça veut dire que nous avons, entre guillemets, échoué notre accompagnement. Alors, on va participer à la planification des soins à long terme. Ben ça peut être par une éducation thérapeutique au niveau familial, par la prise de contact avec, ici, moi je parle de médecin traitant, mais c'est médecin de la famille, peut-être avec un kiné indépendant, etc. Et encadrer les proches et les institutions. Ça, vous verrez, ce sera Abdel qui vous en parlera après, parce qu'il a fait son PFE sur ce sujet-là, l'importance des encadrants et familiaux, donc des aidants familiaux, c'est vraiment très, très important de les prendre en considération, surtout au Maroc. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au milieu hospitalier. Par rapport au domicile, ça va être vu, mais pas par moi, donc je laisse le sujet à Sophia. Et si on prend au centre d'accueil, il faut bien dissocier l'ergothérapie de l'animation, tout en sachant que l'animation a son rôle. Hein. Nous, on va devoir repérer les capacités préservées de la personne, les mettre en valeur, ces capacités. Donc, tout ce qui peut être fait par la personne doit être fait par la personne. Donc, on doit lui proposer la possibilité de le faire. Chaque intervention doit être une occasion de faire un choix, d'offrir un choix. Ça veut dire que, par exemple, si on se va au centre de jour de la maladie d'Alzheimer, quand le patient arrive, ils ont un petit déjeuner. Et au petit déjeuner, les aidants, par habitude et par bienveillance, servent le café. Donc, elles savent que Madame X prend son café avec du lait. Eh bien, Madame X, chaque fois qu'elle arrive au centre, on ne lui demande plus si elle veut un café, on ne lui demande plus si elle veut un thé. Non, par bienveillance, pensant bien faire, on va lui servir et même lui préparer à l'avance son café avec son lait. Et bien là, on prive cette personne d'exister dans le choix, dans son autonomie. Lui proposer chaque jour, est-ce que vous voulez un café, est-ce que vous voulez un thé, c'est lui laisser le choix, c'est lui laisser son autonomie. Voilà. Alors, si on prend aussi, c'est très, très important en tant qu'ergothérapeute au centre d'accueil, c'est de participer au recueil de l'histoire de vie. Vous verrez que c'est un outil de travail très, très important. C'est un outil de travail auquel nous devons tous collaborer pour l'enrichir, pour mieux comprendre le patient. Voilà. Donc ça, c'est un peu, vous parlez dans les grandes lignes du rôle de l'ergothérapie en gériatrie. Et vous voyez comme chaque exemple que j'ai donné était spécifique aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Je vais essayer de changer, parfait, mon... Je ne suis pas sûre que tu vas... Voilà. Ah si. Est-ce que vous avez... oui. Voilà. Alors, on m'a demandé de faire une introduction théorique sur la maladie. Et moi, j'ai décidé de ne pas vous parler de... tout le monde sait que c'est une maladie dégénérative, de ne pas vous parler des différents stades parce que vous pouvez les trouver très facilement sur Google. Ce qui m'intéresse et ce qui, moi, je pense très, très important à faire prendre conscience, c'est la notion de CAP. La notion de CAP dans la maladie d'Alzheimer, c'est le comportement d'agitation pathologique. En fait, c'est les comportements qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on a difficile à gérer en tant que soignant, qui nous posent problème. Et on dit que bien souvent, dans les familles, on remet ça sur « il ne veut pas, c'est de sa faute », etc. Alors qu'en fait, le CAP, donc le comportement d'agitation pathologique, est dû à deux choses. Est dû à la maladie et est dû à une incompréhension de ce que nous lui communiquons. Donc, pour ce faire, moi, j'ai préféré voir avec vous les raisons qui influencent le comportement du patient. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, les patients atteints de maladie d'Alzheimer, le plus grand pourcentage sont des personnes âgées. Donc,
on a la diminution des 5 sens. Pourquoi est-il important de voir la diminution des 5 sens? Si on prend par exemple l'ouïe, il faut savoir qu'une personne âgée va avoir plus difficile à entendre les tonalités aiguës. Donc, quand nous, on a l'impression qu'une personne âgée ne nous comprend pas et qu'on se met à crier de plus en plus fort et qu'on crie vraiment fort, on se trompe. Tandis que si on pose sa voix et qu'on commence à parler comme ça et qu'on articule mais en posant sa voix, on change complètement notre accompagnement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est les raisons qui influencent son comportement va avoir un impact sur notre accompagnement. Donc, si on regarde la diminution des 5 sens, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat. La vue, l'ouïe, l'odorat. Il me manque la vue, l'ouïe, l'odorat. Le toucher. Et il me manque un, le goût. Et par exemple, le goût, on se rend compte que pour les patients vieillissants, il y a de moins en moins le goût, les plats paraissent de plus en plus fades. Donc, si on a un patient atteint de maladie d'Alzheimer qui a des difficultés, bien qu'il soit diabétique, qui a des difficultés, qui est en malnutrition, peut-être sera-t-il intelligent de sucrer un peu son repas pour lui redonner goût à manger. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est se dire, à chaque fois qu'il y a un symptôme, quelque chose qui influence, qui s'explique par la maladie, il va avoir un impact sur le patient et nous allons devoir nous adapter, centrer notre soin sur ce patient. D'accord? Il y a donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Le toucher, c'est un des sens qui reste le plus chez la personne âgée. Donc, le toucher, on va s'en servir au niveau thérapeutique. Maintenant, un toucher, ce n'est pas une caresse, ce n'est pas une invasion dans son espace vital, c'est un toucher thérapeutique. Donc, il va être posé, permanent, d'accord? Donc, il faudra aussi apprendre à travailler ce toucher, tout en respectant la personne, d'accord? Alors, je n'avais pas mis en route mon diaporama, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas bien. Donc, hop, là. Je voudrais passer un petit peu de temps pour vous expliquer le trouble de la mémoire. Et je vais tout de suite aller à mon exemple de chaussette. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que, et Abdel vous en parlera tout à l'heure, il y a un manque de compréhension de l'entourage familial de la maladie. Et la chaussette explique vraiment très bien la perte de mémoire et la maladie d'Alzheimer. Alors, si on reprend la chaussette, c'est quoi? C'est tout au long de sa vie, on va tricoter. Et à chaque fois qu'on va avoir un souvenir, donc par exemple, si on va apprendre à marcher, donc la mémoire procédurale, hop, on introduit, on met une maille dans notre chaussette. Et petit à petit, cette chaussette va devenir un bas vu l'âge qu'on va avoir. Et puis apparaît la maladie. Et la maladie, au premier instant de la maladie, qu'est-ce qu'elle empêche? Elle empêche l'intégration de nouvelles informations. Vous pourrez voir, si ça vous intéresse, une vidéo de Blondine. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, elle parle au niveau de la mémoire. Elle dit très bien que, par exemple, elle va manger avec vous à midi. Donc, c'est une patiente atteinte de maladie d'Alzheimer, une jeune, elle a dans les 30 ans. Et elle explique, elle témoigne, ce qui est vraiment très enrichissant. Elle dit, voilà, les fraises m'auront vraiment bien goûté. Et après, vous allez lui demander, qu'avez-vous mangé? Et là, elle va apprendre au début de la maladie, elle va encore avoir ses capacités d'adaptation à vous et elle va pouvoir lire sur vous que ça l'intéresse que vous sachiez que ce soit des fraises. Donc, et puis, elle va avoir une angoisse parce qu'elle ne saura plus vous répondre à cette question. Donc là, il faudra voir à nous, quand on dit de la stimulation cognitive, comment apporter cette stimulation cognitive. D'accord? Et à la place de dire « qu'avez-vous mangé ?» parce que voilà, ça la met dans une situation de dire donc d'échec et de ne pas savoir répondre à cette question-là, on va passer par la mémoire affective et lui dire « est-ce que le repas vous a goûté ?» Et cette question va peut-être pouvoir lui permettre de se rappeler, tout en ne mettant pas en échec, mais de se rappeler que le repas était bon et de se rappeler peut-être de la fraise, mais ce n'est pas obligatoire, ça dépend de son évolution de la maladie. Voilà. Donc, on est
au premier début de la maladie, donc on n'arrive plus à intégrer de nouvelles informations. Puis petit à petit, la chaussette va se détricoter, ce qui va faire une projection rétrograde. Ça veut dire quoi la projection rétrograde? Ça veut dire que nous, on est en 2020. Mais cette patiente, elle a détricoté sa chaussette, elle n'est plus en 2020, mais elle est en 1960. D'accord? Et en 1960, elle avait encore son papa, d'accord, qui est décédé depuis bien longtemps, on est bien d'accord, hein, et elle voudrait le voir, elle va vous parler de son papa, et elle veut retourner voir son papa, etc. Et ce que nous apprend cette chaussette, c'est qu'on ne peut pas imposer notre vérité, donc de dire à la patiente, mais si, votre papa il est décédé, donc vous ne le verrez pas, vous êtes avec nous en maison de repos, vous vous souvenez, votre papa est décédé. Et inversement, on ne peut pas non plus, parce que sinon on casse ce lien de confiance, parce qu'elle va se rendre compte qu'on lui ment, de dire, si, votre papa il est là, il viendra ce soir. Parce que sinon, elle sera toujours en attente de voir son papa. Alors, me diriez-vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, moi, je vous conseille d'étudier en plus la validation. La validation est une technique de communication utilisée et créée par Naomi Field qui centre. La première chose qu'elle fait, c'est se centrer sur le patient. Donc, elle dit qu'il faut se centrer sur le patient, mais pour pouvoir se centrer sur ce patient, il faut se centrer sur soi-même. Ça veut dire faire abstraction de tout ce qui est autour de nous, de toutes nos envies, toute notre... ne pas penser au repas qu'on doit faire ce soir, ne pas penser aux vacances, ne pas penser aux collègues, ne pas penser au travail qu'on a à faire. Non, penser être présent là maintenant, centré sur son patient. Ensuite, face à une situation comme ça, c'est poser des questions. Qui, quoi, où, comment, et accompagner le patient avec cette communication de questions. Il y a plus de techniques en validation, mais je ne vais pas tous les voir ici. Ces deux-là sont déjà pour moi très importantes, ainsi que le toucher, la vue, poser sa voix. D'accord? Donc ça, on était à la mémoire, le détricotage, et à un certain moment, donc on a la projection rétrograde, on n'est plus dans la même temporalité, mais ça nous permet de comprendre l'importance de l'histoire de vie. Parce que mieux on connaîtra l'histoire de vie du patient, mieux on comprendra ses comportements et mieux on pourra l'accompagner. Inversement, on pourra aussi, de temps en temps, et ça c'est en humanitude que vous verrez ça, c'est la diversion. La diversion, c'est on fait appel à l'incapacité attentionnelle des patients. Donc, ils ne savent plus faire attention à plusieurs choses. Quand on est jeune, on peut et à la fois, comme vous faites maintenant sûrement, et m'écouter d'une oreille, et en même temps être sur votre GSM et faire autre chose, ou parler avec des amis. Voilà, ça c'est une attention diversifiée. Quand on vieillit et quand on a la maladie d'Alzheimer, cette capacité, elle est restreinte, voire elle est diminuée. Donc, on va se servir de ce manquement en, par exemple, chantant avec une patiente. On va attirer son attention sur un autre sujet pour dévier son envie de, par exemple, aller voir son papa. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? On en revient toujours à la même chose. Je veux rentrer vraiment la notion de CAP et donc de compréhension de tout ce qui influence la maladie. J'espère qu'au niveau de la mémoire, j'ai été assez explicite. Je pense qu'il y a deux choses que je dois encore vous dire au niveau de la mémoire qui est vraiment importante. Donc, on a bien conscience que la mémoire affective reste et que la mémoire affective fait qu'une information va plus vite être intégrée dans la mémoire à long terme et inversement, la mémoire musicale reste. On se rend compte que la mémoire musicale reste. C'est pour ça que avec beaucoup de personnes âgées, on chante. Alors, je sais au Maroc que chanter, bien que là, je mets en doute parce que malgré tout, j'ai assisté à des chants traditionnels et j'ai même vu des jeunes danser et chanter sur des chants traditionnels. Mais pour moi, il y a le biais de la prière. Bien que la prière ne soit pas une chanson, j'en ai bien conscience, mais quand moi j'entends l'appel à la prière, j'entends la mélodie dans la voix, j'entends le rythme et c'est quelque chose qui accompagne la personne depuis qu'elle est toute petite et qui a du sens pour elle. On en vient toujours à cette notion du sens pour le patient. Voilà. Alors, après la mémoire, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui influence
Donc ça, c'est plus théorique, hein. La mémoire sémantique, épisodique, procédurale, on l'a vu. Il y a la phasie trouver ces mots, mais inversement, l'incompréhension, donc la phasie de compréhension, hein. Il y a l'apraxie, donc c'est l'incapacité d'effectuer un mouvement ou une série de mouvements dans un but d'accomplir une tâche. Donc, par exemple, la télécommande de la télé, ne plus savoir l'utiliser, d'accord? Ou un couvert ou une fourchette, on dépose à table, la personne ne sait plus comment on utilise la fourchette, d'accord? Ne plus savoir coudre, ne plus savoir faire des activités qu'elle avait l'habitude de faire et qu'elle ne sait plus faire, d'accord? On a aussi l'agnosie. Donc là, l'agnosie, c'est le trouble de reconnaissance. Donc, soit on a une reconnaissance visuelle, on ne reconnaît plus que c'est une fourchette. Donc, on ne sait même pas que c'est une fourchette. On ne reconnaît plus que c'est une fourchette. La prosopagnosie, c'est ne reconnaît pas les visages, donc ne pourra pas reconnaître ses enfants, ne pourra pas reconnaître un inconnu qu'elle aurait croisé plusieurs fois. L'agnosognosie, c'est quelque chose qui influence la maladie, c'est que je ne me sens pas malade, donc je ne reconnais pas que je suis malade, donc je ne reconnais pas que j'ai des incapacités, donc que j'ai besoin d'aide. D'accord? Voilà. Alors, ce qui est vraiment très important aussi, c'est de se rendre compte de la lenteur de réaction. La lenteur de réaction, ça va influencer notre débit. Moi, pour le moment, j'espère avoir, je veux dire, j'ai un débit très élevé. Je voudrais vous dire plein d'informations en un minimum de temps, donc je parle très vite. Si j'ai affaire à une personne âgée, je vais d'abord poser ma voix, puis ensuite lui parler lentement et faire de courtes phrases. Je vous donne un exemple. Début de la maladie, je vais dire à la patiente, on en revient au centre de maladie d'Alzheimer à Rabat, hein, au petit déjeuner. Voulez-vous un café ou voulez-vous du thé? La patiente va pouvoir me répondre, ben, je veux un café. Puis, un jour viendra où je lui dirai, voulez-vous un café ou voulez-vous du thé? Et je me rends compte qu'elle ne peut plus me répondre. Alors, ma question sera, voulez-vous du café? Et là, je vais lui laisser le temps de réaction. Le temps qu'elle prenne en considération ma question et qu'elle puisse y répondre. Puis là, si elle ne me répond pas, je vais lui proposer du thé. La maladie va évoluer. À ce moment-là, je vais arriver à lui dire, est-ce que vous voulez du thé avec la théière dans la main pour qu'il y ait une visualisation de ce que je lui propose? Et inversement, si elle me dit non, je vais lui présenter la cafetière avec le café pour soutenir mes dires. Donc, la maladie, vu que c'est une maladie dégénérative, il faut tout le temps adapter notre soin, notre accompagnement en fonction de la personne qui est devant nous. Donc, c'est pour ça que savoir que la patiente est au stade 1 et 2 ou 3 ou 4 ou 5, c'est important, mais pas plus que ça. Ce qui est important, c'est de savoir ses capacités et ses incapacités pour pouvoir y pallier. Je vous donne un autre exemple qui était cité dans un livre. C'est une femme qui avait l'habitude d'avoir son mari qui se gérait toutes les économies, etc. C'était lui qui prenait toujours la décision de choisir d'aller acheter la voiture, mais il n'en est plus capable parce qu'il n'a plus la capacité des fonctions exécutives, hein, et elle n'a plus le raisonnement. Il n'a plus le raisonnement, donc il n'a plus le raisonnement mathématique, donc il ne peut plus faire le budget. Donc c'est elle qui s'occupe du budget. Mais voilà, elle a envie de le faire participer toujours à cet achat de voiture. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? À la place de lui demander de faire le budget et le mettre en échec, ou de le laisser et ne pas lui parler, eh bien, elle va faire en fonction de ses capacités. Et elle va peut-être lui laisser simplement le choix de la couleur. Ça, c'est adapter petit à petit ces questions, ces attentes en fonction des capacités des patients et de leur maladie. C'est laisser la place aux patients, d'offrir aux patients le choix. Donc, chaque situation doit être une situation de choix. Alors, on en vient à la désorientation spatio-temporelle qui influence la maladie. Vous allez voir que c'est une situation, je vais vous parler de mon beau-père. Mon beau-père est venu me rendre visite au Maroc
et mon beau-père a 80 ans. Et voilà, c'est la première fois qu'il venait chez nous. Et on a un long couloir avec à droite la salle de bain et à gauche la cuisine. Et en sortant de sa chambre, donc la salle de bain à droite et à gauche la cuisine. Et à chaque fois qu'il sortait de sa chambre, il n'y a qu'un couloir, il n'y en a pas 3 ou 4, il y a un couloir, il se trompait. Et ben, j'ai commencé à me poser des questions sur ses capacités d'orientation spatio-temporelle et je me suis rendu compte que mon beau-père avait des difficultés au niveau de l'orientation spatio-temporelle. Donc, quand il est rentré en Belgique, il a été passé des examens et il a un suivi médicalisé maintenant. J'en reviens à la désorientation spatiale. Ben là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un tabouret haut de couleur rouge. Et ben, on lui a mis comme repère le tabouret rouge à la droite pour savoir que la salle de bain était de ce côté-là. On peut allumer la salle de bain au bout du couloir. Il y a de multiples façons d'accompagner le patient. Tout ça pour arriver à cette notion de CAP, donc comportement d'agitation pathologique. C'est vraiment quelque chose de très important et de faire comprendre aux familles que ce n'est pas de la responsabilité du patient, c'est la responsabilité de la maladie et de notre façon. C'est une réaction à ce que nous lui proposons. Donc, c'est à nous à nous adapter. Pour ce fait, au centre de maladie d'Alzheimer où j'étais à Rabat, une patiente qui voulait venir au centre donc, refusait. Donc, les patients sont accompagnés, c'est un centre de jour, les patients sont accompagnés le matin par un membre de la famille qui vient à l'entrée du centre. Là, il y a une animatrice qui accueille le patient, qui accueille l'accompagnant, qui dit bonjour, etc. et qui accompagne le patient atteint de maladie d'Alzheimer jusqu'au petit déjeuner où tout le monde s'installe. Cette patiente refusait catégoriquement de rentrer, se disputait avec l'accompagnant, donc c'était sa fille en l'occurrence, se disputait avec, c'était pénible et pour la fille, et pour le patient, et pour l'accompagnant. Et j'ai proposé de se servir de ça. Ce n'est pas que pour les ergothérapeutes, le décacolapé, sol-ap-et. Ce n'est pas que pour les patients, c'est aussi, ce n'est pas que pour pour les ergothérapeutes, c'est toute personne accompagnant un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Alors, je vais essayer. Madame. Oui, je parie qu'il me reste presque plus de temps. Oui. Il me reste combien? Désolé si je vous... Oui, non, je sais, mais je pourrais parler des heures. Je suis désolée. Je vais essayer de juste... Oui, dis-moi. Le temps vient de s'écouler. On peut vous ajouter parce que cette notion de CAP, je sais que c'est très important. C'est ça le... Oui. Simplement, écoute, je vais avoir 3 minutes pour introduire le décacolapé et puis je laisse... Mais, oui. J'ai pas bien entendu, madame. Je répète. Est-ce que tu me laisses le temps ou pas, Mohamed?